22 ans à élever 3 fillettes dont personne ne voulait, et maintenant l'État le traitait de voleur. Monsieur Émile ferma les yeux. Il n'avait pas de quoi se défendre. La porte craqua en s'ouvrant. 3 femmes entrèrent dans la salle d'audience et le silence devint assourdissant. Le coup de maillet du juge résonna dans la pièce comme si quelqu'un avait laissé tomber une pierre au fond d'un puits asséché. Monsieur Émile Dubois, 78 ans, debout devant le pupitre, leva à peine le regard. La combinaison orange flottait sur ses épaules. Les menottes pesaient plus que quiconque pourrait l'imaginer à son âge. Il avait les mains croisées devant le corps, les jointures gonflées par des décennies de travail manuel et une tache jaunâtre sur le dos de la main gauche, qui ressemblait à la carte d'un pays qui n'existait plus. « Levez les yeux, monsieur Dubois », dit le juge Antoine Dubois, d'une voix neutre, l'observant du haut du bois sombre du pupitre. Monsieur Émile obéit lentement. Ses yeux bleus, autrefois intenses, étaient maintenant éteints, comme 2 fenêtres couvertes de poussière accumulée. Sa barbe blanche tremblait imperceptiblement sur sa mâchoire. Le procureur Damien Leroy se leva avec l'élégance calculée de celui qui avait déjà gagné ce genre de bataille de nombreuses fois. Il portait un costume gris foncé coupé sur mesure et se dirigea vers le centre de la salle avec l'assurance d'un homme qui sait que les caméras le filment. La salle était comble. Des journalistes au premier rang, des curieux derrière, quelques voisins du quartier où M. Émile avait vécu un demi-siècle. Personne de sa famille, aucune main amie, seulement le silence et des regards durs. « Votre honneur », commença Leroy, sa voix emplissant la salle sans effort. L'accusé Émile Dubois, profitant de la confiance du défunt M. Anatole Beaumont, a manipulé des documents testamentaires et détourné des fonds pour une somme qui dépasse la valeur de plusieurs propriétés urbaines. Une succession qui appartenait de droit à la famille légitime du défunt. Une succession que cet homme, il pointa un doigt long et ferme. Cet homme, déguisé en employé fidèle, a silencieusement emporté pendant plus de 2 décennies. Des murmures s'élevèrent dans la salle. Une femme au dernier rang claqua la langue. Monsieur Émile ne bougea pas, baissant de nouveau les yeux, comme si le sol de marbre lui offrait un refuge où se cacher. L'avocat commis d'office, un jeune homme fraîchement diplômé de la faculté, feuilletait les documents avec l'expression de quelqu'un qui vient de découvrir qu'il s'est jeté dans une rivière trop profonde. Il n'avait pas parlé à monsieur Émile plus de 15 minutes avant l'audience. Le vieil homme avait refusé de collaborer à sa propre défense. Il n'avait pas signé de déclaration, n'avait pas demandé de témoin. Quand le jeune homme lui demanda s'il avait des parents qui pourraient venir témoigner pour lui, monsieur Émile regarda une fissure au plafond du cachot et répondit seulement par une phrase que le jeune avocat n'avait pas su interpréter. « Ne les dérangez pas, mon garçon, qu'elles vivent leur vie. » Maintenant, le jeune homme, transpirant sous sa cravate bon marché, se demandait si cette phrase avait été la confession d'un vieux coupable ou le dernier geste de dignité d'un homme injustement acculé. « Le parquet demandera la peine maximale, » conclut Leroy en retournant à sa table. 20 ans de prison ferme. Le corps de monsieur Émile ne réagit pas un clignement, pas un soupir, comme si Leroy avait dit qu'il pleuvrait demain. Dans la galerie, un homme d'une 40aine d'années, costume impeccable couleur charbon, montre en or brillant sous la lumière fluorescente, sourit à peine. C'était un petit sourire, contenu, presque poli, mais quiconque aurait bien regardé aurait vu la satisfaction profonde derrière ses lèvres minces. Octave Beaumont avait attendu ce moment pendant des années. Il avait engagé les meilleurs enquêteurs, passé au peigne fin chaque papier des archives de son défunt oncle, construit le dossier pièce par pièce, jusqu'à ce que le vieux garagiste n'ait plus où se cacher. Monsieur Anatole Beaumont, son oncle, avait été un industriel respecté de la région, propriétaire de 3 ateliers de gros outillage et d'un vieil hôtel particulier dans le quartier ancien. Quand Anatole mourut, sans épouse ni enfant, Octave avait hérité des ateliers et de l'hôtel particulier. Mais il existait un fonds fiduciaire, un petit fonds fiduciaire, presque insignifiant aux yeux d'Octave à l'époque, administré par un homme humble qui avait été l'employé de l'oncle pendant toute la vie adulte des deux. Un fonds fiduciaire destiné, selon le testament, à l'éducation et à l'entretien de 3 fillettes orphelines que l'employé avait recueillies chez lui. 3 fillettes dont personne ne voulait. Octave, à l'époque, avait signé les papiers sans trop lire, jeune, ambitieux, la tête occupée à l'expansion des ateliers. Mais les années passèrent. Les ateliers ne rapportèrent pas ce qu'il avait rêvé. Les dettes augmentèrent. Et, il y a 2 hivers, en révisant de vieux registres avec l'aide d'un comptable, Octave avait découvert le montant réel de ce modeste fonds fiduciaire, un chiffre qui avait été administré avec une discipline notariale pendant 22 ans par M. Émile Dubois.
Un chiffre qui, ajouté aux intérêts, ne semblait plus si insignifiant. Et c'est alors que naquit l'histoire qui était maintenant racontée au tribunal, que M. Émile avait influencé l'oncle malade dans ses derniers jours, qu'il avait manipulé le document, qu'il s'était approprié un argent qui ne lui avait jamais appartenu. La vérité était autre, mais la vérité était menottée, vêtue d'orange, et ne disait pas un mot. « Monsieur Dubois », appela le juge, « votre défenseur a sollicité un ajournement. Avez-vous quelque chose à déclarer avant que nous évaluions cette demande ?» M. Émile leva de nouveau les yeux. Il mit quelques secondes à parler, comme s'il devait essuyer la poussière des mots. « Non, votre honneur, je ne souhaite rien déclarer. Ce qui doit arriver, qu'il arrive, monsieur le juge. Hayusli pari. » Les rois fit un geste presque imperceptible au juge, une petite inclination de tête qui disait « Vous voyez bien, il ne se défend pas. C'est pratiquement une confession. » L'avocat commis d'office tenta d'intervenir en parlant de l'âge de l'accusé, de sa santé, du manque de temps pour préparer la défense. Le juge l'écoutait avec une expression patiente, mais tous dans la salle savaient comment cela allait se terminer. La machine de l'État était déjà lubrifiée pour broyer le vieil homme. Pendant que le jeune homme demandait clémence procédurale, M. Émile ferma les yeux. Pour la première fois depuis qu'il était entré dans la salle, son visage se détendit, non par soulagement, mais par fatigue. Une fatigue accumulée de nombreuses vies en une seule. Son esprit voyagea. Il voyagea vers une aube d'il y a 22 ans, quand il avait trouvé une fillette aux cheveux blonds, presque blancs, abandonnée sur le parvis de l'église du quartier, enveloppée dans une vieille couverture qui sentait l'humidité. La petite ne pleurait pas. Ce fut le plus douloureux. C'était une fillette qui avait déjà appris à ne pas pleurer, bien qu'elle ne marche pas encore. Il y avait un papier plié dans la poche de sa robe rapiécée qui disait seulement « Elle s'appelle Valentine. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. » Monsieur Émile était parti à son atelier à l'aube avant le lever du soleil, car il avait un travail important à livrer. Il ramassa la créature du froid sans y penser, l'enveloppa dans sa propre veste, sentit le petit corps chaud contre sa poitrine, et sut d'une manière qu'il ne pouvait lui-même expliquer que cette petite respiration rapide allait tout changer. Il marcha les 15 pâtés de maison jusqu'à chez lui avec la fillette endormie sur son épaule, et, tout en marchant, il lui parlait doucement, comme si la créature comprenait. « N'aie pas peur, tu ne seras plus jamais seul. Je te le promets, ma puce, je te le promets. » Il voyagea vers le jour où la voisine du fond, Madame Thérèse, était décédée sans prévenir personne d'une douleur à la poitrine qu'elle n'avait jamais voulu soigner par peur des frais médicaux. La femme laissa une fillette de 4 ans, aux cheveux roux flamboyants comme une flamme, regardant par la fenêtre sans comprendre pourquoi sa maman ne se levait pas ce matin-là ni le suivant. La fillette s'appelait Camille. L'assistante sociale du quartier était arrivée avec un carnet et un dossier, prête à l'emmener dans un foyer d'accueil de l'État. Monsieur Émile avait ouvert la porte de sa maison. Valentine, déjà âgée de 3 ans, accrochée à son pantalon. Il regarda l'assistante, regarda Camille, debout sur le seuil, le visage plein de morve séchée et les yeux immenses. Et il sut encore. Il le sut en une seconde. Il parla à l'assistante sociale pendant 1 heure entière. Il signa les papiers qu'il devait signer. Il supplia pour ceux qu'elle ne voulait pas lui faire signer. Quand l'assistante partit, Camille resta assise dans la cuisine, silencieuse comme un meuble, sans toucher l'assiette de soupe qu'il lui avait servie. Monsieur Émile s'assit à côté, prit une cuillère, lui approcha la soupe des lèvres et lui dit, en la regardant droit dans les yeux rougis, « C'est ta maison, ma fille. Ici, personne ne s'en va. Ici, personne ne reste jamais seul. » Camille mit 3 jours à parler, mais elle mangea. Il voyagea vers le jour où un foyer précaire de l'autre côté de la ville ferma ses portes pour insalubrité et les enfants furent répartis entre des familles improvisées, presque au hasard, par une fonctionnaire pressée avec trop de dossiers et très peu de temps. La plus petite du groupe. Une fillette aux cheveux châtain roux, aux yeux immenses, silencieuse comme une pierre après des mois sans que personne ne lui parle avec tendresse, était arrivée chez Monsieur Émile avec un sac à dos cassé et sans un seul jouet. Elle s'appelait Renée. Elle avait 6 ans. Quand Monsieur Émile ouvrit la porte et la vit là, tenant la main de la fonctionnaire, il sut que cette fillette avait déjà appris le pire qu'un être humain puisse apprendre, qu'elle ne valait rien pour personne. Il lui coûta 3 mois pour lui arracher le premier mot. Il lui coûta presque 6 mois pour lui arracher le premier sourire. Il lui coûta une vie entière pour s'assurer que la châtain ne se sentirait plus jamais comme un colis égaré. Elle resta. Elle resta pour toujours. 3 fillettes, dont personne ne voulait. 3 fillettes à qui il avait appris à lire, à se coiffer seul, à cuisiner du riz, à ne pas avoir peur du noir. 3 fillettes qu'il avait conduites à l'école sous la pluie, tenant un parapluie qui ne couvrait que les petites et le laissait tremper. 3 fillettes qu'il avait envoyées à l'université
avec une fierté silencieuse. 3 fillettes qui étaient parties une par une vers de grandes villes, vers de meilleurs avenirs, vers des vies qu'il n'avait jamais rêvées pour lui-même. C'était ce qu'il voulait, qu'elles s'envolent. Et c'est pourquoi, quand les policiers vinrent le chercher à son petit atelier, M. Émile n'appela aucune d'elles. « Qu'elles vivent leur vie, mon garçon. Qu'elles vivent leur vie !» Demande rejetée, entendit-il dire au juge, sa voix revenant dans la salle. L'audience se poursuit. Que le premier témoin du parquet se présente. M. Émile ouvrit les yeux et au même moment, quelque part au loin, 3 femmes reçurent une nouvelle qui allait leur briser l'âme. La véritable histoire ne faisait que commencer. Paris se leva sous un brouillard dense collé aux fenêtres du 28 étage. Valentine Leclerc ferma le dernier bouton de son blazer bleu foncé devant le miroir et s'arrêta pour se regarder un instant. La femme dans le reflet avait des cheveux blonds platine tombant sur les épaules, des yeux bleus identiques à ceux du père, qu'il avait trouvé sur ce parvis d'église 22 ans plus tôt, et une mâchoire serrée qui révélait que quelque chose n'allait pas. Elle avait reçu l'appel à l'aube, une voix inconnue, une collègue du cabinet juridique de la région où M. Émile avait vécu toute sa vie, parlant vite, presque en se bousculant. Valentine parvint à peine à comprendre un mot sur 5, mais les mots importants arrivèrent clairs. M. Émile Dubois, arrêté, accusé de fraude, audience demain, sans avocat privé. Le téléphone lui était tombé sur le lit. Quand elle le reprit, elle n'appela pas le cabinet où elle exerçait. Elle n'appela pas son petit ami. Elle n'appela pas son chef pour dire qu'elle s'absenterait. Elle appela un seul numéro, celui de sa sœur cadette. « Camille », dit-elle au premier timbre sans saluer, sans préambule. « Viens à la maison, nous devons rentrer. » Camille Rivière était à Mexico. À cette heure, elle était déjà réveillée parce que le médecin légiste commence à travailler avant que la plupart des gens ne prennent leur premier café. Elle avait les cheveux roux ramassés en une queue de cheval haute. Encore vêtue de sa blouse blanche de laboratoire, elle signait un rapport sur une affaire qui l'avait tourmentée pendant des semaines quand son portable commença à vibrer sur la table en acier inoxydable. Elle vit le nom de Valentine sur l'écran. Sa sœur aînée n'appelait jamais à cette heure, jamais. Quelque chose à l'intérieur de Camille, avant même de toucher le bouton vert, se figea dans sa poitrine. Quand elle entendit la voix de Valentine, elle sut, sans qu'on le lui dise. Elle sut. Elle laissa tomber le stylo sur le rapport qu'elle signait. L'encre fit une petite tache qu'elle ne parvint pas à effacer, et que pendant des années ce rapport allait rester archivé avec cette marque comme un rappel physique du moment où le monde avait basculé. « Qu'est-il arrivé, papa ?» Un mot, un seul mot. Mais Camille marchait déjà vers son bureau pour chercher les clés de sa maison, son passeport, tout ce dont elle aurait besoin. « Je prends l'avion dans 4 heures, prévient René. « J'arrive. » René Lambert était à Bogota. On la trouva dans un café du centre, l'ordinateur portable ouvert et 3 tasses vides à côté. Elle terminait une enquête sur un réseau de fraudes immobilières qui lui avait pris des mois à construire. C'était la plus jeune des 3, la silencieuse, celle qui écrivait de longs articles que les gens lisaient 2 et 3 fois, parce qu'il parlait avec une clarté qui ne s'apprend dans aucune faculté. Quand le portable vibra sur la table, elle vit le nom de Camille et sentit avant de répondre que quelque chose se serrait dans sa poitrine. Elle avait cette intuition rare que certains journalistes développent après des années à courir après des vérités difficiles. La capacité de sentir une mauvaise nouvelle, avant même de la lire, elle répondit. « Je t'appelle de l'aéroport », dit Camille sans permettre à René de dire « Bonjour, qu'est-il arrivé ? Papa est en prison. Ils vont le juger demain, pour quelque chose qu'il ne ferait jamais. » René ferma l'ordinateur. Elle le ferma avec tant de force que les gens des tables d'à côté tournèrent la tête, mais elle ne les vit pas. Elle ne voyait dans son esprit que l'image d'un homme maigre et buriné, tenant un parapluie au-dessus de 3 petites filles pendant qu'il se mouillait sous la pluie. Et une autre image encore plus ancienne, elle-même, à 6 ans, fraîchement arrivée dans cette maison, regardant l'homme à la barbe blanche qui lui servait la première soupe chaude de sa vie et lui disait « Ne pleure plus, ma fille, tu es à ta place. J'arrive. » Elle le dit ainsi, sans rien ajouter, car entre elles 3, les mots n'étaient pas nécessaires. Les mots, on leur avait appris à les utiliser dès leur enfance, mais les silences aussi. Monsieur Émile leur avait appris les 2. René prit son sac, laissa un billet sur la table qui valait le double de l'addition et sortit du café sans attendre la monnaie. À l'intérieur de sa poitrine s'était allumée une calme froide, dure, professionnelle. La même calme qui lui servait lorsqu'elle interviewait un fonctionnaire corrompu et devait soutenir son regard sans ciller. Sauf que cette fois, la calme n'était pas contre un fonctionnaire. Elle était contre tout le système judiciaire qui avait osé toucher à son père. Pendant ce temps, dans la salle du tribunal supérieur, le premier témoin du parquet déposait sous serment.
C'était un jeune comptable, costume bon marché, voix nerveuse. Son travail avait consisté à examiner les mouvements du fonds fiduciaire administré par M. Émile pendant les 2 dernières décennies. Son rapport, écrit dans un langage technique dense, disait essentiellement que les extractions du fonds fiduciaire avaient été constantes, soutenues et que le solde final disponible était pratiquement nul. L'argent, selon le comptable, s'était évaporé dans l'administration de M. Émile lui-même. « Et où est allé cet argent selon les registres que vous avez analysés ?» demanda le procureur Leroy. « Les extractions ont été effectuées en espèces. Pour la plupart, nous n'avons pas de traces claires de leur destination. Par conséquent, nous ne pouvons affirmer que cet argent ait été investi, par exemple, dans l'éducation de mineurs. Nous ne pouvons l'affirmer avec la documentation dont nous disposons. » Murmure dans la salle. Les journalistes écrivaient. Monsieur Émile restait assis sur le banc des accusés, les mains croisées sans se défendre. L'avocat commis d'office tenta de demander si le comptable avait examiné les reçus personnels de l'accusé, mais le comptable répondit que ces documents ne figuraient pas dans le dossier qui lui avait été remis. Leroy sourit à peine. Octave Beaumont, dans la galerie, acquiesça d'une discrète approbation. Le témoin suivant fut une ancienne voisine qui affirma, sans trop de conviction, avoir entendu M. Émile dire un jour que le vieux Anatole lui avait promis plus que ce qu'il avait finalement reçu. La déclaration était ambiguë, elle pouvait être interprétée de 100 manières, mais dans le contexte de l'accusation, elle fonctionnait comme une pierre de plus dans le mur qu'il construisait autour du vieil homme. La voisine parlait en regardant le sol, tordant entre ses doigts un mouchoir froissé. Quiconque avec un peu d'expérience dans la salle aurait remarqué que cette femme n'était pas là par plaisir. Elle était là parce qu'on lui avait dit qu'elle devait y être. Ce qui ne se disait pas, mais se respirait dans l'air, c'était que cette voisine devait quelques sous à des personnes peu fréquentables et que ce témoignage allait lui pardonner une partie de sa dette. Mais ces choses dans les tribunaux sont rarement consignées dans les dossiers. Et comment décririez-vous la relation de M. Dubois avec M. Anatole Beaumont dans les derniers mois de la vie du défunt? Insista Leroy. Ah, M. Émile allait beaucoup à la maison. Beaucoup, plus qu'avant. Et M. Anatole était déjà très malade, il ne sortait presque plus du lit. Je les voyais à travers la fenêtre. M. Émile lui parlait doucement à l'oreille. Longtemps, il parlait à l'oreille d'un homme malade, alité, dans un état de fragilité émotionnelle considérable. Oui, on pourrait dire qu'il y avait une influence soutenue de M. Dubois sur le défunt. L'avocat commis d'office se leva. Objection. La question est suggestive. Recevable, dit le juge Dubois d'un ton sévère. Reformulez, monsieur le procureur. Mais le mal était déjà fait. L'image était ancrée dans la salle. Un vieil homme chuchotant à l'oreille d'un autre vieil homme plus faible que lui. Un chuchotement qui sonnait comme une manipulation. La salle entière l'avait visualisé et la justice se décide souvent moins sur les faits que sur les images qui flottent dans l'air. Monsieur Émile écouta toute la déclaration sans bouger. Ce n'est que lorsque la voisine mentionna qu'il parlait doucement à l'oreille du défunt Monsieur Anatole que ses yeux s'humidifièrent pour la première fois de toute l'audience. Mais non par culpabilité, par douleur, car oui, c'était vrai, il avait parlé doucement à l'oreille de Monsieur Anatole en ces derniers temps. Il lui avait lu des lettres que la femme de ménage ne pouvait lire parce qu'elle ne savait pas. Il lui avait raconté comment les fillettes allaient à l'école. Il lui avait décrit Valentine récitant une poésie lors de la fête de fin d'année. Il lui avait raconté la première dent que René avait perdue. Il avait tenu compagnie à un homme qui mourait sans enfant, sans épouse, sans personne de proche au monde. C'était cela, son influence soutenue. C'était cela, sa manipulation. Mais rien de tout cela ne pouvait être dit maintenant, car toute défense qu'il tenterait, toute explication, tout nom qu'il mentionnerait, finirait par entraîner les fillettes dans le bourbier de ce procès. Et ça jamais. Plutôt la prison, plutôt la condamnation, plutôt le silence éternel. Défense, souhaitez-vous contre-interroger le témoin ? Demanda le juge. Non, votre honneur, dit le jeune homme d'une voix brisée par l'impuissance. Leroy présenta le document suivant, une copie du testament original de M. Anatole Beaumont, où figurait la clause du fonds fiduciaire en faveur des 3 mineurs. Mais, avec le document, il présenta également le rapport d'expertise graphologique commandé par la famille Beaumont, qui mettait en doute la signature du défunt. Selon cette expertise privée, il y avait des traits compatibles avec une écriture hésitante, possiblement influencée ou assistée par un tiers. Ce tiers, conclut Leroy, regardant droit vers le banc des accusés, ne pouvait être autre que M. Émile Dubois, unique accompagnant constant du défunt dans ses dernières semaines de vie. L'avocat commis d'office objecta. Le juge admit les objections et les observations, mais laissa le rapport d'expertise au dossier. Le cercle se refermait.
Octave se pencha à l'oreille de son propre avocat et lui murmura quelque chose. Son avocat acquiesça. Octave se rassit avec la satisfaction tranquille de celui qui voit s'écrouler un château qu'il a lui-même construit pièce par pièce, non pas pour gagner ce qui lui revenait, mais pour détruire un homme qui ne lui avait jamais rien fait. Car la vérité, la profonde, l'inavouable, était celle-ci. Octave avait grandi dans l'ombre de son oncle Anatole et avait toujours perçu que le vieil industriel avait plus d'affection pour cet humble employé que pour son propre neveu de sang. Monsieur Anatole appelait Émile Dubois, mon fils, dans un murmure quand il croyait que personne n'écoutait. Octave avait entendu ce murmure une fois. Il avait 14 ans et depuis ce jour, une graine amère avait commencé à lui pousser dans un coin de l'âme. 20 ans plus tard, cette graine était maintenant un arbre complet et l'arbre demandait du sang. « L'audience est levée », annonça le juge Dubois en frappant doucement son maillet. « Nous reprendrons en séance demain avec les témoins restants et le témoignage de l'accusé, s'il le souhaite, que le détenu soit reconduit. » Les uniformes s'approchèrent de monsieur Émile. Le vieil homme se leva avec difficulté, son dos craquant. Pendant qu'il le guidait vers la sortie latérale, il leva la tête une dernière fois et regarda vers la galerie. Octave soutint son regard avec un sourire à peine perceptible. Monsieur Émile ne répondit pas à ce sourire, baissa simplement les yeux et se laissa emporter. Cette nuit-là, dans la cellule froide, monsieur Émile ne dormit pas, ne pleura pas non plus. Il resta simplement assis au bord du grabat, les mains sur les genoux, regardant un mur sans aucun trait distinctif. Le mur avait des taches sombres d'humidité ancienne. Une fissure traversait en diagonale d'un coin au centre, une peinture jaunâtre, écaillée, qui dans une autre vie aurait été blanche. Monsieur Émile se concentra sur cette fissure. Il la suivit du regard lentement, comme s'il la lisait. Dans son esprit, il répétait le visage de chacune des fillettes. Valentine aux cheveux d'or, Camille aux cheveux de feu, René avec ses yeux toujours si grands, si silencieux. Il les revoyait comme on récite un rosaire. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et chaque tour du rosaire interne se terminait par la même phrase muette. « Qu'elles vivent leur vie, Seigneur, qu'elles vivent même si je reste. » À travers le vasistas grillagé de la cellule filtrait une lumière fluorescente du couloir. La lumière bougeait de temps en temps quand un gardien passait. Monsieur Émile entendait des pas, des voix lointaines, un cri d'un détenu dans une autre aile, un sanglot contenu, un coup sec, la bande-son du lieu le plus seul du monde. Mais il n'était pas vraiment seul. Il avait en ce moment les petites têtes de 3 fillettes dormant dans leur vieux lit dans sa mémoire. Et tant que ces petites têtes continueraient de dormir dans sa mémoire, aucune cellule ne le briserait. Mais au même instant, dans 3 avions différents, sur 3 routes différentes, au-dessus de 3 pays différents, 3 jeunes femmes serraient les poings sur les accoudoirs. Valentine, à son siège côté hublot, regardait le ciel nocturne et repassait mentalement chaque article du code de procédure dont elle aurait besoin. Elle avait un carnet posé sur ses genoux. La pointe du stylo tremblait à peine, non par nervosité, mais par une rage contenue. Elle avait appelé, avant d'embarquer, un collègue du corps officiel d'experts pour commander une expertise d'office urgente sur la signature du testament. Elle avait déjà un plan, déjà une stratégie, déjà du courage. Camille, dans un autre avion, repassait dans sa tête chaque technique médico-légale pour détecter les altérations documentaires. Elle ne lisait pas le code de procédure, elle lisait un ancien dossier médical qu'elle avait obtenu par des canaux professionnels en quelques heures. L'historique médical du défunt M. Anatole Beaumont, où figuraient des diagnostics d'arthrite, de détérioration motrice et d'autres données médicales qui pouvaient parfaitement expliquer l'hésitation d'une signature sans avoir besoin d'inventer des manipulations criminelles. René, dans le 3e avion, écrivait à la main dans son carnet usé les noms de chaque voisin, chaque femme de ménage, chaque connaissance lointaine qui pourrait avoir un souvenir concret de la dernière période de vie de M. Anatole. Il y avait un nom souligné 2 fois, Madame Thérèse Martin. René savait comment la retrouver. Elle savait de combien de manières un bon journaliste pouvait traquer une personne qui croyait ne pas vouloir être trouvée. Elle revenait à la maison, et la salle du tribunal supérieur au lever du soleil suivant n'allait pas être la même salle que la veille. Ce que personne ne savait, pas même M. Émile, c'est que la blonde, la rousse et la châtain venaient armées, non pas d'armes, mais de quelque chose de beaucoup plus puissant, avec la vérité, avec des dossiers, avec des expertises, et avec 22 ans d'amour accumulés que personne, ni les rois, ni Octave, ni l'État entier, ne pouvait effacer d'un trait. La porte du tribunal allait s'ouvrir, et quand elle s'ouvrirait, tout changerait. Le 2e jour de l'audience fut différent.
La salle du tribunal supérieur était encore plus remplie que lors de l'audience précédente. Un journaliste avait publié l'affaire dans une colonne d'opinion, et maintenant, l'histoire du vieil homme accusé d'avoir volé aux fillettes qu'il avait lui-même élevées avait éveillé la curiosité publique, des caméras à l'entrée, des enregistreurs discrets dans les poches des reporters. La salle sentait le café filtre bon marché et l'odeur feutrée des palais de justice. Sur les réseaux sociaux, pendant toute la nuit, une version simplifiée de l'affaire avait circulé parmi d'anciens voisins du quartier. Un bref message écrit par une femme qui avait été cliente de l'atelier de M. Émile pendant des décennies, qui disait simplement « Si vous connaissez M. Émile, vous savez que c'est une infamie. S'il vous plaît, priez ». Le message avait été partagé des centaines de fois. Certaines de ces personnes étaient maintenant dans la galerie, attendant de voir de leurs propres yeux comment cette infamie se déroulait. M. Émile entra de nouveau menotté. La combinaison orange, cette fois, lui allait encore plus grande, comme si le corps du vieil homme s'était aminci pendant la nuit à cause du froid de la cellule. Il marcha jusqu'à sa place, le regard bas, s'assit et respira profondément comme quelqu'un qui se prépare à supporter un coup qu'il sait déjà venir. Le juge Antoine Dubois prit place. Le procureur Damien Leroy arrangea ses dossiers d'un geste théâtral. Octave Beaumont, dans la galerie, portait cette fois un costume bleu marine plus foncé et regardait la scène avec le calme d'un propriétaire. Le calme de celui qui sent que la salle entière est déjà sienne. « Bonjour, monsieur le juge. Le parquet continuera la présentation des preuves documentaires », commença Leroy. Mais à ce moment-là, bien avant que le procureur ne puisse même toucher le premier document, les portes du fond de la salle s'ouvrirent brusquement. Ce ne fut pas un doux craquement, ce fut une poussée ferme, décidée, presque militaire, qui fit que toute l'audience tourna la tête au même moment. Les deux énormes battants de bois s'ouvrirent en grand, et par le seuil apparurent trois jeunes femmes marchant ensemble, épaule contre épaule, vêtues de l'élégance silencieuse de celles qui savent exactement ce qu'elles viennent faire. Devant, au centre, une femme aux cheveux blonds platine, tombant lisse sur les épaules. Blazer sombre impeccable, chemise blanche boutonnée jusqu'en haut, pas ferme, talons moyens, un épais dossier serré contre la poitrine. À sa gauche, une femme aux cheveux rouges comme une braise, tailleur noir, jupe droite, expression sévère. À sa droite, une femme aux cheveux châtain roux, tailleur pantalon foncé, un sac à dos professionnel sur l'épaule et les yeux immenses, attentifs, embrassant la salle entière d'un seul regard. Elles marchèrent dans l'allée centrale comme si la salle leur appartenait. Elles ne regardaient pas sur les côtés, elles ne regardaient pas les journalistes qui commençaient à se retourner pour les photographier, elles ne regardaient pas les curieux qui tendaient le cou pour mieux les voir. Elles ne regardaient qu'en avant, elles n'allaient que vers un unique point dans la salle, le banc des accusés où un vieil homme vêtu d'orange attendait sans savoir encore que ses trois filles étaient revenues. Monsieur Émile ne les vit pas entrer. Il avait le regard fixé sur ses mains menottées, mais il entendit les pas. Trois paires de talons avançant à l'unisson dans l'allée centrale, et quelque chose en lui, avant même que son cerveau ne le traite, c'est Brissa. Parce que le cœur sait des choses que la tête ne sait pas. Parce qu'il y a des sons qu'un père reconnaît, même après des années sans les entendre. Il leva très lentement la tête. Sa barbe blanche bougea, un frisson lui parcourut toute la colonne vertébrale. Le procureur Leroy tourna la tête. Octave Beaumont tourna la tête. Le juge Dubois leva les yeux avec étrangeté. Les trois femmes avancèrent sans s'arrêter jusqu'au centre de la salle. La blonde s'arrêta devant le pupitre, déposa le dossier sur la table de la défense d'un coup sec, et puis d'une voix claire, sans tremblement, prononça les mots qui coupèrent la salle en deux. « Votre honneur, je suis maître Valentine Leclerc, avocate inscrite au barreau, et je demande à me constituer dès maintenant comme défenseur particulier de M. Émile Dubois. J'ai ici la procuration signée et la documentation correspondante. » Silence. M. Émile leva très lentement la tête. Ses yeux bleus, ternes pendant toute l'audience précédente, devinrent soudain deux miroirs. Il vit Valentine, il vit Camille derrière, il vit René encore plus loin derrière, et sa barbe blanche commença à trembler d'une manière incontrôlable. Une larme tomba sur son uniforme orange, puis une autre encore. Le vieil homme fit un effort énorme pour ne pas s'effondrer sur le banc des accusés. Il ferma les yeux, serra ses poings menottés, et remua les lèvres sans son. Ce qu'il dit sans son était « Non, ma petite, ne te mêle pas de ça ». Mais Valentine ne le regardait pas. Elle regardait le juge avec une dignité ferme, avec la même posture droite qu'il y a 22 ans sur le parvis d'une église, elle n'avait pas quand il l'avait trouvée enveloppée dans une vieille couverture. « Maître », répondit le juge Dubois, observant les documents que l'officier de greffe lui approchait. « La documentation semble en ordre. Votre demande est recevable. »
Veuillez prendre place comme défenseur particulier. Avocat commis d'office, vous êtes relevé de vos fonctions, mais restez à la disposition de la Cour. Le jeune avocat commis d'office soupira avec un soulagement qu'il ne put dissimuler. Camille et René s'assirent au premier rang, juste derrière la table de la défense. Camille serrait une épaisse enveloppe jaune entre ses mains. René tenait un enregistreur et un carnet usé rempli de notes. Leroy se leva, visiblement altéré. « Votre honneur, cette intervention surprise ne devrait pas interrompre la procédure déjà en cours. Nous demandons à poursuivre la présentation des preuves d'expertise graphologique. »« Allez-y, monsieur le procureur, » dit le juge avec calme, observant Valentine avec un intérêt nouveau. Leroy présenta l'expertise privée commandée par la famille Beaumont. Il parla pendant 10 minutes des traits hésitants de la signature du défunt, des tracés qui suggéraient l'intervention de tiers, de la présomption raisonnable de manipulation. Quand il eut fini, le juge s'adressa à Valentine. « Maître Leclerc, souhaitez-vous répondre ?» Valentine se leva, marcha tranquillement vers le pupitre, ouvrit le dossier, en sortit un document. « Oui, votre honneur. Je demande l'incorporation au dossier du rapport d'expertise graphologique réalisé par le corps officiel d'experts du ministère public, avec cachet et signature de protocole. Daté d'il y a 3 jours, commandé d'office par ma collègue maître Camille Rivière-Lambert, médecin légiste agréé, concernant la signature du testament de M. Anatole Beaumont. « Procédez, » dit le juge. Le rapport officiel conclut, sans aucun doute, que la signature du testament correspond en totalité et sans assistance de tiers à la main et à l'écriture du défunt M. Anatole Beaumont. La prétendue hésitation que l'expertise privée a interprétée comme une influence est due à une condition médicale du défunt, dûment certifiée dans son dossier médical, une polyarthrite rhumatoïde à un stade avancé des articulations de la main dominante. Cette hésitation n'est pas une manipulation, c'est une maladie. Leroy pâlit une fraction de seconde, mais retrouva son calme. Cette expertise officielle arrive tard dans le processus, votre honneur. Elle n'arrive pas tard, répondit Valentine sans perdre son ton. Elle arrive maintenant. La défense a été notifiée en temps voulu et apporte une expertise officielle qui a une hiérarchie supérieure à une expertise privée de partie. Je demande qu'elle soit incorporée et évaluée. Recevable, dit le juge Dubois. Elle est incorporée. Octave Beaumont dans la galerie sentit la première fissure. Une petite fissure, mais une fissure. Camille se leva quand Valentine l'appela au pupitre. Elle marcha d'un pas assuré, prêta serment comme expert et témoin professionnel, et expliqua techniquement, avec des mots précis, comment la détérioration motrice du défunt pouvait être confondue par un expert inexpérimenté avec une influence extérieure. Elle parla de la polyarthrite rhumatoïde, des légers tremblements de la main dominante, de la façon dont le tracé d'une personne malade peut paraître hésitant même lorsque la volonté derrière le tracé est absolument lucide. Elle montra des images agrandies. Elle compara des échantillons graphologiques de M. Anatole, d'il y a 5 ans, d'il y a 3 ans, d'il y a 1 an, et de la même période du testament. La progression était très claire. La signature du testament était la signature d'un homme atteint d'arthrite avancée, non la signature d'un homme manipulé. Sa voix ne tremblait pas. Elle ne regarda pas son père pendant la déposition. Elle savait que si elle le faisait, elle ne pourrait pas continuer à parler. Mais à la fin de son exposé, avant de quitter le pupitre, ses yeux croisèrent ceux de M. Émile pendant une seconde. Juste une seconde. Et M. Émile, en cette seconde, sentit que la salle disparaissait. C'était lui et elle à nouveau dans la petite cuisine de la maison il y a de nombreuses années quand elle était arrivée silencieuse. Et il lui avait tendu une cuillère de soupe. La fillette qui ne parlait pas pendant des jours avait appris avec le temps à parler au monde entier avec la précision d'un chirurgien. Et maintenant, elle utilisait cette voix pour soutenir l'homme qui lui avait appris à dire le premier mot complet de sa vie adulte. « Merci. Prochain témoin de la défense », annonça Valentine. « Je demande la présence de Madame Thérèse Martin, voisine de M. Anatole Beaumont pendant plus de 40 ans. » René se leva et sortit un instant. Elle revint escortant une femme âgée vêtue d'une robe foncée, simple, cheveux argentés, attachés en chignon, le dos un peu courbé, mais les yeux vifs comme 2 lampes. C'était l'une des personnes que René avait traquées ces dernières semaines. La femme s'était cachée presque sans le vouloir, vivant chez une nièce dans une autre ville, complètement en dehors du radar des avocats des Beaumont. Madame Thérèse marcha lentement vers le pupitre, prêta serment et s'assit. Quand elle leva les yeux, ils cherchèrent d'abord M. Émile. Elle lui sourit à peine. Un petit sourire, mais chargé d'un respect ancien. M. Émile lui rendit le sourire en silence. « Madame Martin », commença Valentine,
adoucissant sa voix pour ne pas intimider la témoin. « Avez-vous connu monsieur Anatole Beaumont ?»« Je l'ai connu, ma fille. Il vivait à une demi-rue de chez moi, pendant plus de 40 ans. Je l'ai soigné dans ces derniers mois avec ma nièce, car il ne pouvait presque plus se lever du lit. Et connaissiez-vous aussi monsieur Émile Dubois, présent dans cette salle ? Comme un fils, ma fille, comme si c'était mon propre fils. Monsieur Émile allait tous les après-midi chez monsieur Anatole. Il apportait le bouillon que lui faisait la femme de ménage, lui lisait le journal, lui parlait des fillettes. Vous souvenez-vous d'une conversation particulière concernant le testament ? Madame Thérèse respira profondément. Ses yeux s'humidifièrent. Un après-midi, il y a de nombreuses années, monsieur Anatole m'a appelé dans sa chambre. Il voulait que j'écoute, a-t-il dit. Il voulait un témoin extérieur à la famille, a-t-il dit. Le notaire était là aussi. Monsieur Anatole a dicté. Sa voix était faible, mais sa tête était ferme, ma fille, ferme comme un vieil arbre. Il a dicté lui-même, mot pour mot, cette clause du fonds fiduciaire pour les 3 fillettes. Et ensuite, avant de signer, il a prononcé des mots que je n'oublierai jamais. Le silence dans la salle était total. Même les ventilateurs du plafond semblaient avoir baissé leur bruit. « Qu'a dit Madame Martin ?» demanda Valentine avec douceur. Il a dit « Cet argent est pour les fillettes, pour les 3, pour Valentine, pour Camille et pour René. Jamais pour mon neveu, qui ne pense qu'à lui-même. Et cet argent sera sous la responsabilité d'Émile, parce qu'Émile est ce qui se rapproche le plus d'un fils que Dieu m'a donné dans cette vie. Et un père, même un père adoptif, sait mieux prendre soin de ses enfants que n'importe quel avocat. » La salle fut emplie d'un silence qui pesait comme du plomb. Une des journalistes du premier rang porta la main à sa bouche. Un huissier du fond qui travaillait depuis 20 ans dans ce tribunal et se croyait immunisé contre ces choses, sentit ses yeux s'humidifier sans permission. « Et que s'est-il passé après ces mots, Madame Martin ?» insista Valentine à voix basse. « Après, il a signé, ma fille. Monsieur Anatole a signé de sa main tremblante. Oui, mais seul, sans que personne ne lui tienne le crayon. Et avant de rendre le document au notaire, il a regardé monsieur Émile, qui était debout dans un coin de la pièce sans parler, et lui a dit « Mon fils, promets-moi qu'elles ne sauront jamais que cet argent a existé. Je veux qu'elles grandissent en croyant qu'il vient du travail de ta main, car mon argent sans tes mains ne servait à rien. C'est toi qui les élèves, je ne suis que celui qui fournit la farine. » Et monsieur Émile a promis, je l'ai entendu, le notaire l'a entendu. Et monsieur Anatole a fermé les yeux satisfait, comme quelqu'un qui confie une affaire importante à des mains sûres. Camille serra la main de René au premier rang. Toutes deux respiraient difficilement. Valentine, au centre de la salle, dut déglutir avant de continuer. Monsieur Anatole a dit expressément en votre présence et celle du notaire que cet argent était pour les fillettes et que monsieur Émile l'administrerait à cette fin, insista Valentine. C'est ce qu'il a dit mot pour mot, ma fille. Et il a signé ensuite de sa main tremblante. Oui, mais seul, sans que personne ne lui tienne le crayon. Je l'ai vu, le notaire l'a vu et Dieu l'a vu. Je n'ai plus de questions, votre honneur. » Les rois se leva. Il tenta d'interroger Madame Thérèse, cherchant une faille, une incohérence, un souvenir douteux en raison de l'âge. Mais la vieille femme répondait avec une clarté et une fermeté qui laissaient peu de place à la manœuvre. Quand on lui demanda si elle se souvenait de la date exacte du testament, elle répondit « Ma fille, les dates exactes, je ne m'en souviens pas, mais cet après-midi-là, je m'en souviens entièrement. Les oublis viennent avec les années pour les petites choses. Les grandes choses, on ne les oublie jamais. » René, assise au premier rang, notait chaque réponse dans son carnet, et tout en notant, un petit sourire commença à se dessiner sur ses lèvres. Le même sourire qu'elle affichait à 12 ans quand elle découvrait qu'une énigme du livre que monsieur Émile lui avait offert avait une réponse plus simple qu'il n'y paraissait. Quand Madame Thérèse descendit du pupitre, Valentine s'approcha du banc où était assis son père. Elle lui parla doucement pour que seul lui entende. Elle ne lui dit pas « Papa », cela, elle le garderait pour plus tard. Elle lui dit seulement « Tenez bon encore un peu, le pire est passé ». Monsieur Émile acquiesça, et pour la première fois de tout le procès, une larme coula sur sa joue et il ne tenta pas de la dissimuler. « Là et la défense sollicite une brève suspension d'audience, votre honneur », dit Valentine, revenant à sa place. « Ensuite, nous convoquerons le témoin Octave Beaumont. »« Recevable, » dit le juge Dubois. 15 minutes. Octave se leva de son siège comme s'il avait été piqué par une aiguille. Son avocat le prit par le bras, lui murmura quelque chose à l'oreille. Octave acquiesça, mais ses yeux cherchèrent pour la première fois de tout le procès une issue qui n'existait pas. Pendant qu'il marchait vers le couloir des témoins pour attendre son tour, Octave sentit que les murs se rétrécissaient autour de lui.
Il se vit un instant non pas comme l'homme d'affaires respectable qu'il avait toujours été, mais comme l'adolescent de 14 ans qui, un après-midi, caché derrière une porte du manoir de son oncle, avait entendu le vieux Anatole dire à Émile Dubois « Mon fils ». Cette phrase, ces 2 mots avaient été la blessure fondatrice de sa vie, la graine, le germe de la rancœur qui maintenant, 2 décennies plus tard, l'avait conduit jusqu'à ce couloir de tribunaux avec une affaire construite sur des mensonges. Un instant, Octave voulut remonter le temps. Un instant, il voulut renoncer au procès, retirer la plainte, s'excuser, quitter la ville et disparaître. Mais l'orgueil, ce vieil ami destructeur qui l'avait accompagné durant toute sa vie adulte, le prit par le bras et l'obligea à continuer de marcher. Il ne pouvait pas reculer. Il ne voulait pas reculer. Même s'il avait su à ce moment-là qu'il marchait vers sa propre chute, il aurait quand même continué à marcher, car le piège qu'il avait construit pendant des années venait de se refermer sur lui. Et maintenant, le chasseur était dans la cage. Quand la salle se remplit après la suspension, ce n'était plus la même salle qu'à l'ouverture de la journée. Quelque chose d'invisible avait changé dans l'air. Les journalistes écrivaient plus vite, la galerie était plus silencieuse, et les yeux de nombreux assistants ne regardaient plus M. Émile avec suspicion, mais avec une curiosité nouvelle, presque honteuse. Octave Beaumont se dirigea vers le pupitre des témoins, avec un effort visible pour paraître normal. Mais son costume bleu marine, autrefois impeccable, semblait s'être un peu froissé aux épaules. Sa cravate était un peu tordue et le petit sourire avec lequel il était entré à l'audience précédente n'était plus sur ses lèvres. Il prêta serment d'une voix un peu rauque. Il s'assit. Maître Valentine Leclerc se leva. Elle avança vers le centre de la salle, avec le calme de celle qui connaît déjà la fin du film qu'elle est sur le point de voir. Elle tenait un nouveau dossier, différent du premier, plus fin, plus dangereux. « Monsieur Beaumont », commença-t-elle. « Confirmez-vous que vous êtes l'héritier principal du défunt monsieur Anatole Beaumont ? » ?»« Oui. »« Confirmez-vous que vous avez signé, il y a environ 22 ans, les documents correspondant à l'ouverture du fonds fiduciaire en faveur de 3 mineurs administrés par monsieur Émile Dubois ? » ?»« J'ai signé plusieurs documents à cette époque. La succession était complexe. »« Avez-vous signé ou non ces papiers, monsieur Beaumont ?» répéta Valentine sans élever la voix, mais avec une nouvelle fermeté. Octave hésita une seconde. Son avocat, depuis la table du parquet, tenta de lui faire un geste. Octave ne le vit pas. « J'ai signé. »« Bien. J'ai ici, votre honneur, photocopie certifiée des papiers signés par monsieur Beaumont à ce moment-là. Dans ces papiers, monsieur Beaumont déclare expressément connaître et accepter les clauses du testament de son oncle, y compris celle du fonds fiduciaire. La signature est indubitable. La date aussi. » Valentine remit le document. Le juge le reçut. Leroy se remua sur son siège. « Monsieur Beaumont, » poursuivit Valentine, « si vous avez signé en connaissant et en acceptant les clauses, pourquoi aujourd'hui, 22 ans plus tard, les contestez-vous ? Parce qu'ensuite, j'ai découvert des irrégularités. Le montant était bien plus élevé que ce que vous vous souveniez ou que ce que vous attendiez. Ce n'est pas la même chose. Vous avez raison. Ce n'est pas la même chose. Se souvenir est une question de mémoire. Attendre est une question de cupidité. » « Objection, » sauta Leroy. « La défense influence émotionnellement le témoin. »« Reformulez, maître, » dit le juge avec calme. Valentine acquiesça. « Monsieur Beaumont, est-il vrai que vous avez contracté des dettes importantes au cours des 2 dernières décennies en relation avec l'administration des ateliers hérités ?» Octave baissa les yeux. « J'ai eu des difficultés financières. »« Oui. » Ces difficultés coïncident-elles temporellement avec la décision de contester le fonds fiduciaire ? Pas de manière directe. J'ai ici, votre honneur, des copies certifiées du registre des retards de paiement et des saisies sur les propriétés de monsieur Beaumont, datées précisément de la période immédiatement antérieure à ce qu'il commence à enquêter sur le fonds fiduciaire administré par mon client. Leroy objecta. Le juge admit l'objection partiellement, mais permit que la preuve documentaire soit incorporée au dossier. La fissure dans le mur d'Octave se transforma en une fente. Valentine lui donna un répit, s'approcha de sa table, feuilleta d'autres documents et revint. Cette fois, sa voix se fit plus douce, plus dangereuse. « Monsieur Beaumont, lors du premier jour d'audience, nous avons entendu une déclaration technique qui suggérait que mon client parlait à l'oreille du défunt monsieur Anatole dans ces derniers mois, que cette proximité constituait une manipulation. C'est ce que l'expertise a suggéré. Savez-vous, monsieur Beaumont, ce que mon client disait à l'oreille de votre oncle pendant ces après-midi ? Non, je ne sais pas. Voulez-vous le savoir ? Silence.
Valentine se tourna vers le public. Camille, au premier rang, avait les yeux brillants mais se retint. René tenait l'enregistreur à deux mains sans ciller. Monsieur Émile, sur le banc des accusés, gardait le regard fixé sur le sol, les mains menottées, serrées sur les genoux. Il savait ce qui allait arriver, et cela lui brisait le cœur. « J'ai ici », dit Valentine en ouvrant un autre dossier. Des lettres écrites par monsieur Anatole Beaumont durant ses derniers mois de vie, dictées et écrites de la main de madame Thérèse Martin, qui agissait comme son assistante. Ces lettres étaient rangées dans une vieille armoire de la maison du défunt, trouvée il y a quelques semaines par ma collègue René Lambert lors d'une visite de la propriété. Je demande à les incorporer au dossier. « Allez-y », dit le juge. Valentine ouvrit la première lettre. Sa voix en lisant resta ferme, bien qu'à l'intérieur elle sentit quelque chose se briser. « Cher Émile, aujourd'hui, tu m'as raconté que la petite Valentine a récité une poésie à la fête de l'école. Tu m'as rendu heureux. Je veux que tu saches que je prie toutes les nuits pour les 3 fillettes. Je veux qu'elles, quand elles grandiront, sachent qu'il y a eu un vieil homme qui les a aimées de loin sans oser le dire. Mais tant que je serai en vie, continuons de garder ce secret. Qu'elles ne sachent jamais d'où vient l'argent de l'école. Qu'elles croient qu'il vient de ton travail, mon fils, car c'est cela, le plus important, la vérité. C'est toi qui les élèves. Je ne suis qu'un vieil homme qui aide avec la farine. La pâte, c'est toi qui l'as fait. » Camille porta la main à sa bouche, René baissa la tête, et monsieur Émile, pour la première fois de tout le procès, laissa les larmes couler sans les retenir, mouillant sa combinaison orange de prisonnier. Valentine ouvrit la deuxième lettre. Elle était plus courte, écrite d'une écriture encore plus tremblante. Elle la lut aussi d'une voix posée. « Émile, aujourd'hui, je suis plus mal. Ma main m'obéit à peine. Mais avant de partir, je veux te rassurer sur quelque chose. Le testament est bien fait. Le notaire est venu. Madame Thérèse a été témoin. Si un jour mon neveu Octave tente de le toucher aux fillettes, n'aie pas peur. La volonté signée vaut plus que n'importe quel désir d'héritier. Prends soin d'elle pour moi, pour toi, pour elle. Et quand je ne serai plus là, regarde-les grandir et raconte-le-moi, raclement de gorge dans le silence de l'atelier, que quelque chose de moi sera là à t'écouter. » Une femme au dernier rang se mit à pleurer. Une autre, encore une autre. La salle se transforma en un chœur dispersé de respiration contenue. Valentine ouvrit la troisième lettre. Celle-ci, elle ne la lut pas en entier. Elle ne lut que 2 lignes. La voix chargée de quelque chose qui frôlait déjà la difficulté de continuer. « Mon fils, si tu lis cette lettre, c'est que je suis parti. Prends soin de tes fillettes comme si elles étaient les miennes, car au fond, elles le sont. Les 2 vies que j'ai vécues, tu les as rendues dignes d'être vécues. » Elle ferma la lettre. Elle la posa doucement sur la table. Elle attendit 2 secondes, le temps juste pour retrouver son calme. Et chaque lettre était une pierre de plus sur le toit de verre d'Octave Beaumont. Dans la galerie, Octave sentit son corps se relâcher. Son oncle, ce même oncle qu'il avait toujours vu comme un vieil homme distant, avait écrit pendant des années des lettres à Émile Dubois, l'appelant « mon fils ». Et à lui, à Octave, son neveu de sang, que lui avait écrit l'oncle, rien, pas une ligne, pas un salut. Octave sentit qu'un nœud très ancien, planté dans sa poitrine depuis l'adolescence, lui montait à la gorge. Mais le nœud ne se transforma pas en regret, il se transforma en rage. La rage qui grandit quand on se rend compte qu'on a perdu. « Monsieur Beaumont », dit Valentine en revenant au centre de la salle, « saviez-vous de l'existence de ces lettres? N'êtes-vous pas disposé à admettre que l'administration du fonds fiduciaire par mon client était exactement ce que le défunt monsieur Anatole Beaumont voulait expressément ?» Octave ferma les yeux. Son avocat lui faisait des gestes désespérés depuis la table, mais il était déjà trop tard pour les gestes. « Je ne savais pas. J'ai seulement vu les mouvements du fonds fiduciaire. J'ai vu que l'argent. » « L'argent, interrompit Valentine élevant cette fois la voix pour la première fois de tout le procès, a été dépensé en école, en uniforme, en livres, en études universitaires, en loyer modeste pendant les années d'études, en frais médicaux, quand l'une d'entre nous tombait malade, pour le soutien quotidien de 3 orphelines que votre oncle voulait protéger et que mon client a protégé comme un père. J'ai ici, et elle frappa un autre dossier sur la table, le détail absolu de chaque centime dépensé pendant 22 ans. Reçus, factures, justificatifs. Mon client les a tous gardés, tous, parce qu'il savait au fond de son âme qu'un jour quelqu'un viendrait l'accuser de quelque chose qu'il n'a jamais fait. Et il a gardé chaque papier comme un père garde les dessins de ses enfants. La salle était dans un silence absolu. Valentine se tourna vers le banc des accusés. Elle regarda pour la première fois de tout le procès directement son père. « Mon client !» Sa voix se brisa un instant, mais elle la reprit rapidement. « A dépensé ce fonds fiduciaire uniquement et exclusivement
dans ce que son instituteur lui a demandé de dépenser et a travaillé 2 équipes dans son petit atelier pendant 22 ans. De plus, pour compléter ce que le fonds fiduciaire ne suffisait pas à couvrir, mon client n'a jamais pris un centime pour lui, ni pour une chemise neuve, ni pour un repas à l'extérieur, ni pour un repos. Son seul gain en ces 22 ans furent 3 fillettes qui ont appris à lire, à étudier, à rêver et à se tenir debout dans le monde. Une femme au dernier rang se mit à pleurer en silence. Un journaliste baissa son enregistreur, le regard perdu. « Je n'ai plus de questions, votre honneur », dit Valentine en retournant à sa table. Leroy se leva, tenta, reformula des questions, insista sur des irrégularités formelles. Mais la marée avait déjà tourné. Le juge lui-même se montrait moins patient avec les arguments du procureur. Octave, à la barre, répondait avec de moins en moins de force, jusqu'à ce qu'à un moment, devant une question qu'il ne se souvenait pas avoir bien préparée, il baissa simplement les yeux et dit « Je ne peux plus répondre, votre honneur. Vous pouvez quitter la barre », dit le juge d'un ton sec. Octave descendit, marcha vers son siège. Il sentit pour la première fois de sa vie adulte que les regards autour de lui le voyaient réellement tel qu'il était, non pas comme le neveu de l'industriel, non pas comme l'héritier, mais comme un homme qui avait tenté de détruire un autre homme pour une vieille blessure qu'il n'avait pas osé guérir. Quand il s'assit dans la galerie, son propre avocat se pencha et lui murmura qu'il n'y avait plus rien à faire. Octave acquiesça sans répondre. « La défense convoque M. Émile Dubois à témoigner volontairement s'il le souhaite, » dit Valentine. M. Émile leva la tête, regarda longuement Valentine, puis regarda Camille, puis regarda René, et alors, d'une voix basse mais ferme, dit « Oui, je veux parler ». On lui ôta les menottes pour qu'il puisse marcher. Le vieil homme se leva avec effort, aidé par l'officier. Il marcha lentement jusqu'au pupitre, s'assit. Il posa ses mains maintenant libres sur ses genoux. Il regarda le juge. Il regarda le parquet, et enfin, avec une tendresse douloureuse, il regarda les 3 femmes qui occupaient le premier rang. « Votre honneur », dit-il, et sa voix trembla, mais il continua. « Je ne vais pas me défendre de l'accusation. Cela, ma fille, l'a déjà fait mieux que je n'aurais pu le faire. Je veux seulement m'excuser, mais pas auprès de cette salle, auprès d'elles 3. » Il désigna de la tête Valentine, Camille et René. « Je leur ai caché pendant 22 ans qu'une partie de l'argent avec lequel je les ai élevés venait d'un fonds fiduciaire qu'un homme bon leur a laissé. Je leur ai fait croire que tout venait de mon atelier, de mes mains. Je l'ai fait parce que j'avais peur qu'elles se sentent moins mes filles. J'avais peur qu'elles se sentent empruntées. Aujourd'hui, je comprends que cette peur était mienne et qu'elles méritaient de savoir la vérité depuis toujours. Mes filles. » Et sa voix se brisa ici, et il ne put continuer de manière continue. « Pardonnez-moi. » Camille se couvrit le visage de ses 2 mains. René se leva de son siège sans réfléchir et avança vers le pupitre, mais l'officier lui demanda doucement de revenir à sa place. Valentine, debout à la table de la défense, garda son sang-froid par force professionnelle, mais ses yeux se remplirent d'une lueur qu'elle ne pouvait cacher. « Votre honneur, » dit M. Émile en se recomposant, « c'est tout ce que j'avais à dire. Ce que la justice décidera, je l'accepterai. Mais je voulais qu'elles entendent cela de ma bouche avant que la fin, quelle qu'elle soit, n'arrive. » Le juge Antoine Dubois ne répondit pas immédiatement. Il ôta ses lunettes, se frotta les yeux, et ensuite recomposa son visage de magistrat avec une rapidité professionnelle. Mais quiconque le regardait bien savait que cette pose avait été plus humaine que juridique. « Que l'accusé regagne son siège, » dit-il finalement. La cour se retire pour délibérer. Monsieur Émile se leva en marchant pour retourner au banc des accusés, sans menottes aux mains pour la première fois en 2 jours. Il regarda à nouveau ses 3 filles et remua les lèvres, cette fois avec un son à peine audible. « Merci. » Les 3 femmes acquiescèrent en même temps. 1, 2, 3, comme un seul geste. Le maillet du juge frappa le bois et la salle retint son souffle, attendant la sentence. La délibération dura moins que ce que quiconque avait imaginé, à peine 40 minutes. Quand l'officier annonça que la cour reprenait pour entendre le verdict, le public s'installa sur ses sièges avec une anxiété quasi religieuse. Certains priaient en silence, d'autres regardaient simplement vers la porte latérale, par où ils allaient amener de nouveau le vieil homme. Monsieur Émile entra sans menottes. Le juge Antoine Dubois avait signé un ordre interne de levée provisoire des mesures restrictives jusqu'au prononcé de la sentence. C'était un geste que quiconque avec de l'expérience dans les tribunaux savait lire. Valentine, Camille et René étaient ensemble au premier rang, les 3 paires de mains entrelacées, comme si elles ne formaient qu'une seule main triple. Madame Thérèse s'était assise à leur côté. Octave Beaumont occupait un coin discret dans la galerie du fond, déjà presque invisible, avec son avocat à ses côtés. « Que l'accusé se lève »
ordonna le juge d'une voix solennelle. Monsieur Émile se leva, la barbe blanche, les épaules courbées, les mains croisées devant le corps, libre pour la première fois depuis de nombreux jours. Au vu de l'ensemble des preuves présentées, après avoir entendu les déclarations, évalué les expertises officielles et les documents incorporés au dossier, commença le juge. Ce tribunal supérieur considère que l'accusation contre M. Émile Dubois ne peut être maintenue. Plus encore, ce tribunal estime que M. Dubois a administré pendant 22 ans le fonds fiduciaire institué par le défunt M. Anatole Beaumont, en respect absolu de la volonté expresse de l'instituteur, sans détourner aucun fonds pour son bénéfice personnel et démontrant, avec chaque centime documenté, une conduite exemplaire. La salle respira à l'unisson. En conséquence, ce tribunal acquitte M. Émile Dubois, ordonne sa libération immédiate et dispose en outre l'ouverture d'une enquête d'officier sur la conduite de M. Octave Beaumont et des experts privés qui ont soutenu des accusations qui, à la lumière des preuves officielles, semblent avoir été élaborées, avec connaissance de leur fausseté. Octave baissa la tête. Son avocat lui toucha le bras, la porte latérale s'ouvrit et 2 officiers s'approchèrent en silence. Octave se leva, marcha vers la sortie avec la dignité d'un homme qui sait qu'il a tout perdu, pas seulement ce procès. Il croisa dans le couloir le regard de M. Émile. Il attendit peu, être un reproche, il attendit peu, être un regard de victoire. Il ne reçut aucune des deux. M. Émile le regarda seulement avec une peine infinie, sans dire un mot, et cela, au fond, fut plus dur pour Octave que n'importe quelle insulte. La séance est levée, conclut le juge Dubois en frappant doucement de son maillet. Et permettez-moi, monsieur Dubois, avant de me retirer, de vous dire quelque chose non pas en tant que juge, mais en tant que simple citoyen. Les fillettes que vous avez élevées sont aujourd'hui des femmes honorables. C'est la plus grande preuve de qui vous êtes, que vous ayez un bon chemin. Le juge se leva, sortit par la porte du fond du pupitre, emportant avec lui la sévérité institutionnelle. Ce qui resta dans la salle fut autre chose. Ce qui resta fut un courant électrique humain qui parcourut chaque banc. Valentine fut la première à bouger. Elle lâcha les mains de ses sœurs, fit 4 pas rapides, traversa l'allée centrale et serra M. Émile dans ses bras. Elle le serra, avec la force accumulée de 22 ans. Le vieil homme se tint à peine debout. Elle soutint son corps, sentit le battement du vieux cœur contre sa joue. « Papa !» lui murmura-t-elle à l'oreille. Juste ça. Camille et René arrivèrent une seconde plus tard. Elles se joignirent à l'étreinte. 4 corps, une seule étreinte. Monsieur Émile ferma les yeux. Sa barbe blanche trembla. Et pour la première fois depuis des années, les larmes qui coulèrent sur son visage n'étaient pas de tristesse. Elles étaient de quelque chose qu'il n'osait pas encore nommer, quelque chose de plus grand que la joie, quelque chose de plus profond que le soulagement. Madame Thérèse, observant la scène depuis sa chaise, se signa 2 fois. Quand ils sortirent du tribunal, il y avait des gens qui attendaient dehors, des journalistes, des voisins du quartier, une dame de l'épicerie du coin, avec un sac de pain fraîchement cuit, qu'elle offrit à M. Émile comme un salut. Certains applaudirent. La plupart regardaient simplement en silence, avec une honte rétrospective d'avoir douté. René se chargea de le conduire en voiture. Camille s'assit derrière avec lui, lui tenant la main. Valentine conduisait. Ils ne parlèrent pas beaucoup pendant le trajet. Ce n'était pas nécessaire. Ils arrivèrent à la maison de M. Émile au crépuscule, une petite maison simple, dans un quartier ancien, une galerie avec une balançoire en toile. Des pots de géraniums, un vieux rosier appuyé contre le mur, la même maison où les 3 avaient grandi, la même maison que chacune d'elles avait quittée à des moments différents pour s'envoler vers de grandes villes. M. Émile s'assit sur la balançoire de la galerie. Les 3 s'assirent autour de lui sur de vieilles chaises, qu'elles avaient remises en place comme quand elles étaient petites. Le soleil tombait doucement. Les oiseaux du quartier chantaient comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé. « Mes filles, dit M. Émile finalement d'une voix douce, pardonnez-moi de ne pas vous avoir raconté. » Valentine lui prit la main. « Papa, il n'y a rien à pardonner. Tu nous as donné la seule chose qui importait. Le reste, l'argent, les lettres, les papiers, tout cela est secondaire. Tu nous as donné le toit, tu nous as donné le nom, tu as donné l'amour. » Camille s'agenouilla à côté de la balançoire et posa sa tête sur les genoux du vieil homme, comme quand elle avait 5 ans, et restait à écouter les histoires qu'il leur inventait avant de dormir. « Papa, je suis médecin légiste, parce qu'un jour tu m'as emmené à ton atelier et tu m'as expliqué comment fonctionnait un moteur. Tu m'as dit, ma fille, tout ce qui se décompose peut être réparé, si l'on comprend comment ça fonctionne à l'intérieur. Je fais ça au corps, aux os, à la vérité. Je l'ai appris de toi. »
Renée s'assit au pied de la balançoire sur le sol, serrant ses genoux comme quand elle était une fillette silencieuse qui venait d'arriver dans cette maison avec un sac à dos cassé. « Papa, j'écris parce que tu m'as offert des livres d'occasion que tu achetais à la brocante. Je n'ai jamais eu de livres neufs dans mon enfance, mais j'ai eu 100 vieux livres. J'ai eu 1000 mondes, et grâce à ces livres, je suis ce que je suis. » Monsieur Émile ne répondit pas. Ce n'était pas nécessaire. Il posa seulement une main sur la tête rousse de Camille et une autre sur l'épaule châtain roux de Renée. Valentine, assise à côté sur sa propre chaise, lui prit la main libre qu'il n'avait plus et la lui baisa. Sur la galerie, une lumière chaude du crépuscule peignait les vieux murs comme si elle les bénissait. La balançoire grinçait doucement, lentement. Tout le quartier semblait retenir son souffle par respect. Monsieur Émile dit enfin ce qu'il avait à dire. Il le dit d'une petite voix, comme s'il le disait juste pour lui-même. Mais les trois l'entendirent comme s'il l'avait dit avec un mégaphone. J'ai recueilli du froid 3 fillettes dont personne ne voulait, et 22 ans plus tard, 3 femmes m'ont sorti du froid, moi. Ça, mes filles, ça s'appelle la vie, et je ne la changerai pour aucune autre. Valentine sourit, en essuyant une larme. Camille serra la main de son père. Renée, silencieuse comme toujours, écrivit cette phrase dans son carnet sans que personne ne la voie, car elle décidait déjà, sans le dire encore, qu'un jour elle écrirait sur tout cela, non pour se venger de quiconque, mais pour honorer un homme qui avait fait de son silence le toit le plus solide qu'aucune orpheline ne puisse rêver. Cette nuit-là, les trois dormirent dans leur vieux lit d'enfant. Monsieur Émile s'allongea sur son grabat grinçant, regarda le plafond familier, et pour la première fois depuis de nombreux jours, s'endormit sans sentir son cœur battre la chamade dans sa poitrine. Dehors, le vent remuait doucement les feuilles du vieux rosier, et le rosier, après avoir survécu à tant d'hiver, semblait fleurir de nouveau.